il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct de 23h à 1h du matin. Je suis Jean Dorido, psychologue. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque week-end durant tout l'été. Merci de m'accueillir dans cet espace d'échange qui est avant tout votre espace. Ensemble, nous échangeons sur ce qui vous intéresse ou vous préoccupe. Un proverbe africain dit que seul on va plus vite, tandis qu'ensemble on va plus loin. Et il est bien nécessaire parfois de s'y mettre à plusieurs pour mieux comprendre ce qui se joue dans le film de notre existence. Les principes essentiels sont alors la bienveillance et la suspension de jugement. La bienveillance d'abord car la vie est parfois suffisamment difficile pour ne pas en rajouter. Nous sommes pris les uns les autres dans des jeux relationnels parfois complexes ou même maltraitants. Cela peut laisser des traces, comme des blessures difficiles à cicatriser. La bienveillance est alors le meilleur traitement. Agissant tel un baume apaisant, elle mobilise à notre insu les prodigieuses capacités de résilience qui sommeillent au fond de notre être. La suspension de jugement est alors comme le partenaire nécessaire de cette bienveillance. Sans la suspension de jugement, notre magie personnelle ne peut pas s'exprimer de façon satisfaisante. Nous sommes ensemble ce soir pour co-créer cet espace de liberté dans lequel tout devient possible, même le meilleur, pour commencer peut-être à réparer le pire. Vous nous appelez au 39 21. Benjamin et Thomas sont là pour vous accueillir. Vous pouvez également réagir par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit. Vous pouvez aussi réagir par mail sur notre site europe1.fr. C'est Fabrice Fougerouz qui réalise ce soir cette émission. Bienvenue dans votre libre antenne, ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Europe 1. Et c'est Angela qui a composé le 39-21 pour être la première dans cette libre antenne ce soir. Bonsoir Angela, comment allez-vous ? Bonsoir Jean, écoutez, ça va depuis hier. Depuis hier soir, voilà, merci de rappeler. Vraiment, je me réjouis de vous avoir en ligne. Merci à vous, j'espère qu'ensemble on pourra aller plus loin, comme dit votre proverbe. Exactement, il est beau ce proverbe, hein. C'est vrai, hein. Ah oui, magnifique. Hein. C'est vrai que seul on va plus vite, mais voilà, si on veut aller loin, et il faut s'y mettre à plusieurs, ça c'est sûr. Si vous voulez bien, Angela, je vous propose de faire peut-être un rappel de ce que j'ai retenu de notre échange d'hier soir. Comme ça, vous me dites si j'ai bien compris, hein, et puis comme ça on pourra avancer ensemble. Ça vous va ? D'accord, parfait, je vous écoute. Ok, extra. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez 3 enfants. Deux grands garçons et une fille plus jeune, 23 ans, 18 ans les garçons, 11 ans et demi la fille. Ça fait, vous êtes séparés du papa de vos enfants et ça fait 5 ans que vous êtes en instance de divorce et vous avez aujourd'hui la garde des deux garçons et d'ailleurs celui du milieu, votre fils a réussi à avoir son bac alors qu'il avait passé une difficile année, manifestement il avait sombré dans la dépression peut-être à cause de son père et donc il n'y a plus maintenant que votre fille d'11 ans et demi qui est en garde alternée, donc elle est une semaine sur 2, une semaine chez vous, une semaine chez son père, et j'ai retenu que il y avait vraiment une espèce de compétition de la part du papa. Il surgâte votre fille, il lui offre des jouets tous les jours, peut-être pour, si j'ai bien compris, essayer de la monter un peu contre vous, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça, donc on en était là, dans ce que je vous racontais hier. Je vous ai dit également qu'il y avait un envahissement permanent du papa, que ce soit dans l'espace à l'école ou même chez moi, et que la petite commençait à me dire qu'elle voulait aller vivre chez son papa. Donc je voyais bien que c'était de la manipulation, que c'était absolument pas ce qu'elle désirait vraiment, parce qu'on a vraiment une très bonne relation, ma fille et moi. Bien sûr. Donc j'ai compris qu'elle était manipulée, j'ai compris que à chaque fois qu'il
lui mettait une pression, elle me la remettait par extension. Donc je lui ai répété à chaque fois qu'elle me faisait part de ce désir que c'était au juge d'en décider, et puis que si le juge décidait autrement, ce sera autrement, mais que pour l'instant, la loi et la règle, c'est que c'est la garde alternée. Et puis j'avais beau lui expliquer qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir ses 2 parents, qu'elle pouvait en profiter, qu'elle les avait dans le même temps, à 50-50, etc. Oui, alors je vous remercie justement de votre aide pour rappeler justement quels sont les enjeux, pour rappeler comment est accueillie aujourd'hui la parole de l'enfant. Là, quand bien même votre fille exprimerait sous influence de son père, bien sûr, un désir d'aller vivre exclusivement chez lui, c'est au juge aux affaires familiales d'en décider, c'est bien ça? Exactement. Un enfant de 11 ans ne décide pas. Oui, bien sûr. Il peut être entendu. Voilà, exactement. Alors de ce que je vois, moi, avec les personnes qui viennent me voir au cabinet, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance en ce moment à vraiment aller le plus possible vers la garde alternée, tant que c'est possible. C'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment. Et voilà. C'est aussi dans l'air du temps. Les papas ont pris beaucoup de place dans la vie de leurs enfants, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Et alors je vois, Angela, que vous avez dit à Benjamin et Thomas que votre mari, vous êtes encore marié, avec lequel vous êtes en instance de divorce, refuse de vous rendre votre fille en ce moment, c'est ça? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que j'ai rendu ma fille, donc le 1er juin. 1er juin, d'accord. J'ai rendu ma fille, donc notre garde alternée démarre et se termine les vendredis. J'ai rendu ma fille, elle est venue me voir le dimanche qui a suivi, on a passé une merveilleuse journée ensemble, on a fait une brocante alors que je n'en avais pas la garde, donc elle a négocié auprès de papa, il a dit ok, elle a passé une journée avec moi. Le vendredi, lorsqu'arrive mon tour, monsieur me refuse de me rendre la petite. Il m'envoie un mail qui me fait absolument tomber de l'armoire en me disant qu'une plainte pour violence sur enfant a été déposée contre moi et que de ce fait, il ne me rendrait pas l'enfant. Alors ça, c'était le 1er juin. Donc, c'était donc le 8 juin, date à laquelle je devais la récupérer. Donc, coup de tonnerre, c'est le 8 juin, vous l'avez rendu le 1er juin. J'ai rendu le 1er juin, elle a passé la journée avec moi le 3 juin. D'accord. Sans obligation, puisque j'en ai Voilà, c'était la brocante du dimanche, elle l'avait rendue à son père le vendredi. Le dimanche, elle négocie avec son père, elle fait la brocante avec vous. Oui, on passe une merveilleuse journée. Super, elle retrouve son père. Oui. Alors, il y avait quand même des petits signes avant-coureurs. Par exemple, ce jour de la brocante, c'est lui qui l'a accompagnée. Parce que, en fait, on ne se croise pas lorsqu'il rend la petite, il la rend le vendredi matin à l'école et je la récupère après. D'accord, vous faites en sorte de ne plus vous croiser. Parce que ça, on l'avait évoqué hier, il y a quand même, c'est assez hostile, les rapports entre vous. Extrêmement hostile. Extrêmement hostile. Donc, en fait, c'est arrangé comme ça. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors, okay. C'est vrai que la communication n'est pas toujours hyper bonne. Ça grésille un peu. Je ne sais pas si de votre côté... Moi, de mon côté, ça va. Ça va. C'est que j'entendais plus. Du coup, j'ai essayé de parler un peu plus fort. Je ne sais plus où j'en étais. En fait, donc il y avait des signes avant-coureurs, parce que le dimanche... Voilà. Le dimanche matin, par exemple, lorsqu'il me l'a déposé et qu'il était encore là et pas parti, je m'approche de ma fille pour l'embrasser. Je suis très tactile, très maman. Bien sûr. Voilà. Et la petite me dit arrête, tu sais que je n'aime pas les bisous. Ah oui. Et je suis assez surprise. D'ailleurs, ma sœur était là, elle comprenait pas très bien. Et on a vu que dès que le papa avait tourné les talons et qu'il s'était éloigné, elle était redevenue normale et câline et très proche de moi. Donc j'ai compris qu'elle montrait qu'elle était un bon petit soldat. Enfin, oui, c'est votre analyse, d'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par dire elle montrait qu'elle était un... Oui, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous pensez qu'elle a un peu peur de son père. Elle veut montrer à son père son amour en lui montrant qu'elle s'éloigne de moi. Une hostilité à votre égard. Exactement. Voilà. Pour lui faire plaisir. Exactement. Voilà. Une fois qu'il n'est plus là, elle s'autorise évidemment à suivre son élan. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parce qu'elle a dû quand même sentir le vent venir, c'est que la dernière nuit qu'elle a passée à la maison, elle m'a demandé si elle pouvait dormir avec moi. Elle a dormi dans mon lit.
À chaque fois qu'elle a ce type de discours de je veux aller vivre chez papa, elle est le jour même extrêmement proche de moi. Enfin, donc Elle a quand même, elle y va un peu à reculons, quoi, quand même, hein, chez le papa. Hein. Oui. Hein. Alors attendez, là quand même, pardon, hein, je m'autorise à vous dire hein, que je vous le cache pas, hein, ça déclenche un élan de colère hein, quand même, hein, quand j'entends tout ça. Hein. C'est quand même. Vous n'imaginez pas l'enfer que je C'est inouï. Alors ça, c'était le 3 juin. Donc ça c'était le 3 juin. Ça fait plus d'un mois. Le 8 juin. Le 8 juin, pardon. Le 3 juin, c'est la dernière fois que je la vois. Voilà. Le 8 juin, il refuse de me la rendre. Voilà. Et là, vous avez un mail qui dit, voilà, j'ai porté plainte pour violence sur mineur. Voilà. Et par souci de protection de ma fille, du danger que tu représentes, je ne te la rendrai pas avant l'audience prévue au 3 juillet. Nous avions donc une audience auprès du JAF. D'accord. J'en ignorais la date, elle venait juste de tomber. D'accord. Donc c'est lui qui me l'annonce. D'accord. Donc mon avocate n'avait pas encore eu le temps de me le transmettre, elle était en congé. J'avais saisi le JAF préalablement, donc c'était le 12 avril, donc bien avant toute cette histoire, pour demander notamment des pensions pour mon fils, mon deuxième enfant qui était venu chez moi, parce que sur le papier, il est encore en garde alternée. D'accord. Il y avait plein de modifications, etc. Donc j'avais saisi le juge pour faire part de toutes ces modifications. Alors il y a eu l'audience le 3 juillet, donc c'était un mardi. Donc il refuse de me rendre ma fille, il ne me la rend pas du tout, malgré les plaintes pour non-présentation d'enfants, etc. Oui, c'est ça, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous portez plainte pour non-présentation d'enfants. Par courrier? Par comment Ah non, à la police. À la police, d'accord. À la police. Oui, que ce soit qu'il y ait une trace, qu'on dit voilà, il refuse de me rendre l'enfant. J'exige que mon enfant me soit rendu, je demande l'intervention. Et là, justement, comment ça se passe? Il n'y a pas de contrainte dans ces cas-là, les policiers En fait, c'est exactement ce qui rend complètement fou dans toute cette histoire, c'est que personne n'a agi. En fait, le jour même, lorsque j'ai été déposée plainte, donc au même commissariat. Ouais. Le même commissariat que celui dans lequel il avait porté plainte de violence sur enfant. Oui. Ah oui, souvent, en garde alternée, on se débrouille pour être quand même pas loin, bien sûr. Voilà, on habite la même commune. Ouais. Donc, lorsque j'arrive pour déposer plainte pour non-présentation d'enfant, la policière qui me reçoit pour cette plainte me dit, écoutez, on connaît le phénomène, on connaît ce monsieur depuis un moment, parce que lorsque nous étions en cours de divorce, il a multiplié les plaintes contre moi pour de prétendues violences sur lui. Alors, c'est un monsieur qui mesure 1m85, qui a fait du taekwondo. Je suis une petite bonne femme toute fluette, qui mesure 1m55. Donc, jamais d'incident en 20 ans de vie commune, mais une multitude de prétendues violences en l'espace de 6 mois. Et donc, ils ont fini par comprendre, parce que avec ce type de personnes, ces pervers narcissiques manipulateurs, ils avancent voilés, tout le monde les croit, ils racontent des histoires pas possibles, et c'est extrêmement difficile de faire tomber le masque, en fait. Alors, je vous rejoins de façon générale, hein, bien sûr, de ce que je connais de ce genre de profil. Toutefois, là, quand je vous entends, Angela, si je comprends bien, quelque chose de très rassurant, c'est que les policiers ne sont pas dupes. À ce moment-là, oui. Depuis le début. Mais dans les actions, véritablement, personne n'a agi. C'est-à-dire que sur le moment, on me dit nous n'allons pas suivre la procédure habituelle qui aurait été de vous mettre en garde à vue. Ah, mais quelle horreur! Oui, bien sûr. Il y a une plainte, non, mais bien sûr. Puisque la plainte est assez grave, on connaît le monsieur, voilà. Donc, je suis extrêmement choquée, je tente de récupérer ma fille par tous les moyens, bien sûr que mon avocate est alertée, etc., etc. Ça veut dire qu'il a imposé, j'imagine, dans cette procédure, il a imposé à votre fille des examens médicaux pour faire constater les violences. Exactement, elle a été vue par les UMJ, donc les unités médico-judiciaires, bien sûr, oui. Bien évidemment, il n'y avait aucune trace de violence physique. Elle a été vue par un psychologue des UMJ toujours, qui a constaté qu'elle était extrêmement troublée. Bah oui, on le saurait à moins. Évidemment. Après, lui, il m'attribue tout ça. Bah, après, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Donc, j'ai pas réussi à récupérer ma fille pendant tout le mois de juin. Arrive le 3 juillet. Donc l'audience, la fameuse audience. Vous avez bien compris qu'il a provoqué toute cette histoire pour faire écran de fumée aux demandes initiales pour lesquelles le juge avait été saisi.
Qui était, rappelez-nous, C'était Angela. des histoires financières. Ah oui, voilà, c'est ça, pour qu'il paye pour votre fils bachelier. Voilà, qui n'avait absolument rien à voir avec cette histoire. Ouais. Donc, il a des sommations de fournir des pièces financières qu'il ne fournit pas. Tout son dossier, en fait, il ne s'agit que des violences sur ma fille. Bien évidemment, jamais de témoins, alors que je vis pas seule. Qu'il y a quand même 2 grands enfants qui sont avec nous. Oui, c'est-à-dire que même votre aîné de 23 ans vit avec vous. Hein. Vous vivez tous les 3, d'accord. On est tous les 4 à la maison, enfin, avec la petite. Avec la petite quand elle est là, bien sûr. Voilà, toujours beaucoup de monde à la maison, les copains des copains, les copains des enfants, mon compagnon qui est aussi très souvent là, parce qu'il est aussi en garde alternée avec ses enfants. Donc voilà, jamais personne n'a été témoin de quoi que ce soit, et ça vient de sortir du chapeau. Donc la juge, lorsqu'elle arrive, elle est extrêmement surprise de tout ça parce que elle dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi avec une histoire pénale dans le dossier, je ne peux pas trancher. Donc elle demande si le juge des enfants avait été saisi, si quelqu'un avait réagi, sauf que personne n'a réagi. C'est-à-dire que la police n'a pas réagi, le parquet des mineurs que j'ai saisi n'a rien fait en disant étant donné qu'il y a une audience prévue le 3 juillet, on ne bouge pas une oreille, et tout le monde a refilé la patate chaude à la JAF. Quels sont je dirais d'un point de vue institutionnel, Angela, je vois que vous êtes très très lucide et vraiment très au fait de tout ça, et voilà, c'est vraiment admirable. Quels sont les recours institutionnels là, que vous avez à votre disposition? Moi j'ai tout fait. J'ai saisi le parquet des mineurs. On m'a fait écrire une lettre au procureur, je l'ai fait. J'ai même appelé le 119, enfance en danger. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, et qui est extrêmement important dans cette histoire, c'est que depuis le jour où il a déposé plainte contre moi, il a déscolarisé ma fille. Totalement. Oui, parce que l'école terminait. Elle est en CM2, elle est en 6e. Elle est en CM2. L'école terminait. Elle terminait début juillet, voilà, bien sûr. Ouais. Depuis le 5 juillet, une parenthèse, date à laquelle il a fait une esclandre à l'école et insulté la maîtresse, qui a aussi déposé plainte contre lui à cette date-là. Ah bah tant mieux. Le 5 juin donc. Le 5 juin. Le 5 juin, d'accord. Il a déscolarisé l'enfant totalement. Elle est suivie aussi depuis 4 ans au CMP, donc voilà. Elle a un suivi au CMP toutes les semaines. Depuis le 5 juillet, elle n'y a plus remis les pieds. Il l'a coupée du monde. Bon là, pour quand mieux même, la contrôler. Alors bon, même si c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est vrai que je parle de colère parce que c'est vraiment, c'est votre fille est manifestement instrumentalisée par ce monsieur, et bon, sachez bien, j'ai introduit l'émission en parlant de non-jugement. C'est vrai que le jugement n'est pas satisfaisant simplement parce que ça ne marche pas. Oui. Toutefois, là, c'est vrai que ce qui se passe, c'est vraiment, oui, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant pour. Et on est vraiment dans une histoire, mais complètement folle, parce que, alors en plus, monsieur arrive en demandant la garde exclusive de l'enfant avec un droit de visite médiatisé pour moi. Alors, je ne sais pas si on doit expliquer à vos auditeurs ce que ça veut dire. Oui, enfin, on peut dire qu'effectivement, c'est quand il y a justement, parce que, hélas, les parents maltraitants existent. On l'entend souvent sur cette antenne, des personnes qui ont vécu des choses très dures. Et c'est vrai que comme il y a justement une volonté de l'institution, de la collectivité en réalité, de maintenir autant que possible le lien parent-enfant, quand les parents sont trop toxiques, trop dangereux pour les enfants, on met en place ce qu'on appelle des visites médiatisées, c'est-à-dire qu'il y a toujours un tiers qui est présent pendant que les parents voient l'enfant. Et c'est vrai que ça concerne. Ça dure 1 heure. Voilà, et puis ça concerne les cas extrêmement graves. Enfin, non, mais là, alors vous là, c'est-à-dire que vous le savez bien, Angela, dans notre échange, on a deux grandes possibilités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Nous pouvons continuer d'échanger ensemble pour justement aller plus loin ensemble, c'est-à-dire de chercher à inventer des solutions, je dirais presque stratégiques, vis-à-vis du père de vos enfants. Et puis, par ailleurs, il y a l'approche plus psychologique qui est d'essayer de comprendre, donner du sens
mais c'est peut-être même pas comprendre, c'est juste donner du sens, savoir quel sens vous aimeriez vous donner à ce difficile passage là que vous traversez dans votre existence. Je ne sais pas par quelle option vous souhaitez commencer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attendrais de vous, c'est ça? C'est-à-dire, oui, là, on peut travailler, là, parce qu'il y a certainement des choses à faire. Là, quand même, le père de vos enfants, il est dans une espèce de fuite en avant, j'ai l'impression, là. C'est un peu la politique de la terre brûlée, quand même, là, ce qu'il fait. Exactement. Il me semble. Et moi, je voudrais aussi profiter de votre antenne, quand même, pour vous dire que on est dans un système, alors c'est extraordinaire, on est en démocratie, on a beaucoup de chance de vivre dans un pays comme la France, mais il y a quand même des choses qui sont absolument effrayantes. C'est qu'on ne fasse rien, parce qu'aujourd'hui ma fille est en danger. Alors elle est peut-être en danger psychiquement, psychologiquement, ce que vous voulez, mais elle est en danger et qu'on a beau alerter tous les services, personne ne bouge, parce que moi je veux bien entendre lorsqu'on me dit mais madame, vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller chercher votre fille alors que vous êtes mise en cause dans une histoire de violence. Je l'entends, c'est très bien, on protège l'enfant, on ne sait pas, on n'est pas sûr, etc. Mais dans ce cas, il faut aller beaucoup plus vite. Bien Donc sûr. c'est la juge aux affaires familiales qui a fait bouger les choses et qui est allée voir le parquet en disant mais moi je ne peux pas rendre une décision avec une histoire comme ça, donc vous essayez d'aller plus vite. À ce moment-là, j'ai été convoquée par la police. J'ai été convoquée, alors c'est très traumatisant parce que voilà, moi je suis une maman, j'ai une vie plutôt calme et sereine. Je me retrouve mise en cause dans une histoire au pénal avec des risques assez importants. Et j'arrive devant les flics qui me lisent mes droits. Alors moi je n'ai vu ça qu'à la télé. Ok, c'est leur boulot. Ils se mettent à... Donc il y a une investigation qui est menée. Il y a on va m'écouter pendant 3 heures. Tout est épluché. C'est super. Ils font bien leur job. Au bout de 3 heures, elle appelle la magistrate. La magistrate lève complètement. Je suis blanchie. Bon. Et voilà. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe alors? Vous êtes blanchie. Et je n'arrive toujours pas à récupérer ma fille. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est quand même la question de la contrainte, hein, parce que quand même, enfin, de ce que je connais, hein, il m'arrive de participer à des groupes de supervision dans lesquels participent aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs. De ce que je connais de ce genre de situation, la contrainte policière existe. Je veux dire, ils ne veulent pas, ils refusent. Ils me disent, on ne va pas chercher un enfant de force. Si elle se débat, on ne pourra pas la prendre. Allez la chercher. Ils savent pertinemment que si j'y vais, moi, ça va mal tourner. On a affaire à un triple dingue qui est capable de faire n'importe quoi et de m'accuser de ça. Même si j'y vais accompagner... un huissier, par exemple. D'un huissier, il ne pourra que constater. Ah oui. Il forcera personne. Maintenant, là, si je comprends bien, Angela, là, pardon, c'est vrai qu'on est un peu terre à terre et ma foi, à procédurier et demi, hein, manifestement, votre il connaît époux. Les failles du système. En tout cas, il les utilise aux dépens de sa fille, quoi. Bon, vraiment, quelle détresse, hein, sûrement pour lui. Comment, si peut-être, là, on n'a plus de contact avec mon enfant, du tout. D'après vous, Angela, vous connaissez bien ce monsieur, c'est le père de vos enfants, vous avez été marié 20 ans avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de punir qui, quoi? Moi, je suis... Enfin, voilà, il veut juste me détruire. Il essaye de vous détruire. Vous pensez qu'il a pardon, c'est une tarte à la crème en psychologie, mais peut-être il a un problème avec sa maman, avec son papa, il a eu une enfance difficile. Comment... Alors, oui, mais ça n'excuse pas. Non, ça n'excuse certainement pas. Toutefois, de mieux connaître le personnage peut-être aider à trouver des pistes pour le... C'est un enfant adopté, alors attention, on ne va pas aller dire que tous les enfants adoptés sont forcément des débiles. Au contraire même, oui. Il y a souvent beaucoup d'amour et beaucoup de... Voilà. Bien sûr. Après, les origines de sa manipulation, j'en sais rien. Sa première victime, c'est probablement sa mère adoptive, qui est décédée maintenant. D'ailleurs, son pétage de plomb a eu lieu juste après le décès de sa mère. D'accord. Donc, il y a eu un événement déclencheur. Oui.
Donc il a perdu sa maman. Il a perdu sa maman. Et donc, pardon, hein, c'est une interprétation parmi d'autres, hein, vous me dites ce que vous en pensez, il serait dans une espèce de volonté de dire finalement il n'y a pas de raison, moi j'ai plus de maman, donc ma fille, voilà, je vais la priver de sa maman, quoi. C'est très, voilà, hein, Alors déjà, je ne pense pas que sa maladie ait démarré à la mort de sa mère. Il était déjà bien border lorsque j'étais avec lui. Maintenant, ça s'est peut-être exacerbé au moment du décès de sa mère. Et ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est-à-dire que sa maman est décédée en 2012, il a fait une grave dépression. Je l'ai porté, hein, ce monsieur, pendant toute sa dépression. Un an après, quasi jour pour jour, je perdais ma sœur. Ah oui. Et en fait, c'est là qu'il a pété un plomb et qu'il m'a déclenché le divorce 3 semaines après le décès de ma sœur. À un moment où moi, j'étais pas du tout en état pour gérer ça. Et depuis, il est dans la destruction absolue. Vous avez le sentiment qu'il n'est plus vraiment lui-même, hein, depuis ces 2 décès coup sur coup, là. Je sais pas comment vous appelez ça. Il y a un terme, je crois, en psycho, qui dit que en fait, la maladie, elle était là. Oui. Était là. Il aurait fait une espèce de décompensation, voilà, comme ça, tout d'un coup. Décompensation, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Donc, bon, là, après, il est un peu... Après, moi, je me fiche des raisons pour lesquelles il est comme ça. Tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants en souffrent énormément. Et que là, ma fille est prise en otage. Elle est totalement séquestrée. C'est ça qui est effrayant. Plus le temps passe et plus le lien avec moi est coupé et plus il la persuade de choses et j'ai même très peur que... Alors, vous savez, Angela, qu'on peut demander dans ces cas-là une expertise psychologique des 2 parents. Je l'ai demandé. Bon, c'est en cours, j'imagine. J'ai demandé une expertise. Non, on attend toujours le délibéré de la juge. Qui doit tomber quand ? Qui doit tomber le 30. Oui, parce que finalement, la contrainte, c'est le jugement, hein, qui autorise la police. Hein. Là, s'il y a vous m'avez dit, il doit tomber quand, le délibéré ? Le 30 juillet. Le 30 juillet. Bon, c'est dans quelques jours, c'est la semaine prochaine. Vous savez, chaque jour est une souffrance. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce qui pourrait, si on essaye de terminer notre échange sur quelque chose de positif qui puisse vous aider, Angela, qu'est-ce que ça pourrait être ? Quelque chose qui vous donne de la ressource, qui vous aide. Encore une fois, c'est une période qui est très difficile, c'est traumatisant pour vous, pour votre fille. Je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver. Je ne sais pas comment... Enfin, j'ai peur qu'elle ait fait sien son discours à lui. Alors, bon, là-dessus, ce qu'on peut dire d'un point de vue psychologique, hein, certes, les enfants sont influençables, et en même temps, voilà, ils sont pas idiots. 11 ans et demi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, votre fille, elle est très très proche de vous. Dès qu'elle n'est plus sous emprise de son père, elle se blottit contre vous. Et si on essaye de positiver, hein, là, c'est vraiment, vous êtes, il me semble-t-il, vraiment dans ce qu'il y a de pire dans ce moment-là. Vous allez récupérer votre fille, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et peut-être, j'imagine, hein, vous avez déjà récupéré les 2 aînés, peut-être allez-vous faire le nécessaire dans la foulée pour en obtenir la garde exclusive, et ma foi, c'est l'arroseur arrosé, même si c'est une triste, là pour le coup une triste plaisanterie, c'est lui, hein, peut-être, qui aura des visites médiatisées, hein, si, je veux dire, la demande d'expertise psychologique est en route, manifestement ce monsieur ne va pas bien du tout, hein, et peut-être même est-ce qu'il va trop mal pour voir ses enfants sans médiateur. Et là, c'est vrai que vous traversez la période la pire. Pardon pour cette image tellement classique. C'est pourtant la réalité. Vous vous approchez de la sortie du tunnel, hein, quand même, me semble-t-il. Hein. La semaine prochaine, vous avez le délibéré du juge. Ah bah oui, ça c'est vraiment un scandale. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui est scandaleux et c'est vraiment ce que je voudrais aussi dénoncer, c'est que personne n'intervient, que à partir du moment où j'ai été totalement lavée de tout soupçon, la police veut toujours pas intervenir, que la police me dit qu'on attend le nouveau jugement du 30 alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y en a un précédent qui, à force de loi, et qu'on ne veut pas appliquer. Qu'est-ce qui me garantit
que le suivant, on l'appliquera. Enfin voilà, c'est aussi le fait que je sois doublement victime dans cette histoire. Victime de ce monsieur, victime du système, d'une machine qui fonctionne vraiment très mal et que j'ai vraiment usé de tout ce qui s'offrait à moi. J'ai tout fait, j'ai saisi le juge des enfants, j'ai fait tous les signalements possibles, etc. L'école a fait aussi un signalement. Bien sûr, l'école a fait un signalement. Oui, on avait un auditeur qui demandait justement pourquoi l'école a fait un signalement. Au rectorat, elle a fait remonter au recteur. Et il y a Lilou qui demande pourquoi vous ne portez pas plainte pour des violences psychologiques, comme plainte contre votre mari. Bon. Oui, je ne l'ai pas fait, je devrais le faire. C'est une piste, hein, oui, Lilou donne une piste. Là, c'est vrai que manifestement, hélas, Angela, oui, la machine vraiment est particulièrement lente, pleine d'inertie. Oui. Moi, je vous souhaite de tout mon cœur, voilà, que ça s'accélère. Je fais la libre antenne les week-ends tout l'été. Oui. Si vous voulez rappeler la semaine prochaine pour nous donner une bonne nouvelle, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Je le ferai, c'est promis. Vraiment. Que j'aurai une bonne nouvelle. Merci. Ah oui, vraiment, je vous envoie plein de bonnes ondes et je pense que tout le monde croise les doigts. C'est très gentil à vous. Merci de m'avoir accueilli sur la trentaine. Merci à vous, Angela, et courage. Là, vraiment, vous tenez le bon bout. Merci je suis sûr. beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir, Angela. La libre antenne sur Europe 1, Jean Dorido. Et nous sommes ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous nous appelez au 39 21. J'en profite pour vous remercier pour vos SMS, vos témoignages de soutien concernant Angela. Évidemment qu'on lui souhaite vraiment de tout cœur que les choses s'arrangent. Elles vont s'arranger. C'est vraiment écrit à l'avance. Simplement, c'est un moment qui est vraiment très difficile. Et on lui envoie vraiment des bonnes ondes. Et voilà, si on sait jamais, si on s'y met tous, ça peut marcher. Et on reprend cette libre antenne avec Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous Marie ? Moi ça va très très bien. Je suis très émue par le témoignage d'Angela. Je ne peux que par rapport à ce que moi je vais dire, par rapport à son témoignage que j'ai trouvé très poignant, je ne pourrais que lui dire bon courage et qu'elle ne baisse jamais les bras. Évidemment. Là je la sens très déterminée. Vraiment là je crois que sa fille a vraiment de la chance. Elle est entre de bonnes mains, et bien sûr, on lui envoie du courage. Vous avez bien raison, Marie. Oui, voilà. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous amène, Marie, ce soir, à ce micro ? Moi, mon histoire est complètement banale et en même temps m'attriste profondément. J'ai connu un monsieur il y a plus exactement... j'ai vécu avec lui pendant 9 ans et demi. La première année, c'était génial, c'était super. Voilà, les premiers mois, ce monsieur-là est veuf avec 3 enfants qui sont bien évidemment, je dirais même presque le même âge que moi. Oui, voilà, parce que Benjamin et Thomas m'ont un petit peu expliqué. Donc c'est un monsieur, vous aviez une différence d'âge de combien d'années déjà ? 23 ans. Vous avez 23 ans, vous avez 23 ans, plus jeune que lui. Voilà. Donc ces enfants avaient à peu près votre âge. Voilà. Vous l'avez rencontré à quel âge vous aviez quel âge ? J'avais 43, j'allais sur mes 44 ans. Vous aviez 44 ans, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous en avez 10. Donc, en fait, si je comprends bien, aujourd'hui, vous en avez 10 de plus. Donc, ça s'est fini récemment, cette histoire d'amour ? Il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans que ça s'est fini, d'accord. Voilà. Donc, au début, ça démarre super. Vraiment, alors, en fait, ce monsieur-là est veuf. D'accord. On s'est rencontrés, tout se passait très bien. Je suis allée chez lui. Je tiens quand même à préciser que je suis des dom-toms de La Réunion, plus exactement. Ça arrive à plein de gens très bien. Oui. Et donc, il m'a invité chez lui avec un repas créole. D'accord. Alors que lui, ce monsieur, si je comprends bien, n'était pas antillais. Non, il était de métropole, d'accord. C'est un vrai breton. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'était génial, très bien. Pendant 1 mois, on se voyait. Puis le 2e mois, il tenait à me présenter ses enfants. Donc, ça s'est très, très bien passé chez lui. Les enfants étaient très avenants. Voilà.
Et puis il y avait une rituel, c'est-à-dire tous les week-ends, il y avait un repas le dimanche. Et au début je disais rien, mais au bout de 2 mois, j'ai mis le holà parce que je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que, oui, si je comprends bien, et ça faisait longtemps qu'il était veuf quand il vous a rencontré, ce monsieur? Ça faisait à peu près 5-6 ans. D'accord. Voilà. Et donc il y avait le rituel donc du repas, je dirais, en famille, tous les dimanches. Voilà, voilà. Il y avait tous ses enfants et vous. Voilà. D'accord. Donc le repas, je n'avais rien contre parce que moi-même, j'ai 2 enfants beaucoup plus jeunes, maintenant 25 ans et 23 ans qui ne sont plus avec moi depuis bien longtemps. D'accord. Et donc le repas ne me gênait pas, mais je trouvais que c'était devenu une rituel. Oui. C'est-à-dire l'apéro commençait à 14h, on passait à table, il était quasiment 15h30. Ah oui, ça prenait la journée, quoi. Ouais. Voilà, et puis moi, franchement, une fois par an, je veux bien, ou un anniversaire. Mais une rituel comme ça, j'en pouvais plus. Et à la fin, je lui ai dit, moi, ça me dérange pas, le dimanche, je te laisse avec tes enfants et je viendrai te rejoindre à 20h. Voilà. Mais je peux pas supporter rester assise comme ça. Non, je peux pas. Et là, à cette époque-là, Marie, vous viviez ensemble avec ce monsieur? Oui, ça faisait à peu près 2 mois. D'accord. Oui, vous proposez, vous dites, écoute, le dimanche, tu vois tes enfants, moi je te propose, je vais prendre l'air, et je reviens le soir, d'accord. Oui, mais je lui ai fait comprendre que ce rituel-là, c'était pas possible, c'était pas possible. Maintenant, ça peut être un anniversaire, ça peut être une fois par mois. Bien sûr. Ça peut être, mais pas tous les dimanches. Et donc, il m'a avoué que le fait que sa femme était décédée et qu'il était tout seul, il n'avait pas d'amis, ça lui permettait de ne pas être seul. Je dis, mais maintenant, tu n'es pas seul, on est tous les deux. Le dimanche, on est en bord de mer, en plus, il ne conduit pas. Moi, j'ai une voiture, j'ai dit, on peut aller se promener, faire un tas de choses, mais pas rester à table. Bien sûr. Moi, je peux pas, et en même temps, je respecte ton choix, mais moi, je refuse ce rituel-là. Et vos enfants étaient ados à ce moment-là, Marie? Ils vivaient oui, absolument. Donc vous viviez tous les 4, en fait? Non, mes enfants. Mais l'aîné était déjà parti. L'aîné est à la frontière suisse, et la deuxième est en faculté. D'accord. Donc là, vous viviez juste tous les deux? Voilà, tous les deux. D'accord. Donc lui chez lui et moi chez moi, et moi j'allais chez lui. D'accord. Et donc quand j'ai mis le holà, donc il a accepté. Je dis c'est comme ça, ou alors je te laisse ton dimanche et puis on se voit le lundi, mais je refuse ce rituel-là. Je peux pas. Et donc il l'a accepté. Et puis après les anniversaires, à ses enfants, je pouvais pas les considérer comme mes enfants. Non, c'était compliqué. Mais je les acceptais, les anniversaires, et ses enfants étaient gâtés. Je suis de nature très avenante. Et puis voilà. Un an passe, on arrive le mois de la période de Noël. Oui. Ce monsieur-là, mon ami, a encore sa belle-mère est encore en vie. D'accord. Noël arrive. Quand Noël arrive, mes enfants n'étaient pas là, partaient dans le Pacifique, voir leur papa. D'accord. Et donc, la fille aînée de mon ami est venue prendre un soir l'apéritif à la maison, et après, elle a demandé à son papa de l'accompagner dans le parking. Ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et puis quand son père est rentré, il me dit, alors là, j'ai quelque chose, Marie, à t'annoncer. C'est que c'est Noël, le repas se passe chez ma fille. Mais ma fille est gênée de t'inviter avec la belle-mère. Je dis, bon? Pour quelle raison? Elle a peur pas de gêner, mais de traumatiser. Enfin, je trouve pas tellement l'adjectif, le mot approprié, la belle-mère. Oui, d'accord. En fait, c'était sa grand-mère, en fait. Donc la grand-mère, elle a perdu sa fille, qui était l'épouse de votre mari. Oui, mais 6 ans quand même. Oui, bien sûr. Et donc, à Noël, là, vous le savez bien, Marie, il y a des livres entiers à écrire sur Noël. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle un marronnier dans toutes les chroniques de psychologie. Oui. C'est fou comme cette fête, qui est une belle fête au départ. Oui. C'est fou comme ça cristallise
énormément de problématiques et notamment, précisément, ces problématiques familiales. C'est vraiment et là, manifestement, voilà, si je comprends bien, vous étiez bien avec votre compagnon, tout se passait bien. Vous aviez réussi à trouver une solution pour que les dimanches se passent pas trop mal. Et puis finalement, il y a un vrai point comme ça de cristallisation, de blocage autour de la fête de Noël. Si je comprends bien, Marie, vous me dites si on est en phase, c'est que finalement, la fille de votre compagnon dit à son père, écoute papa, on fait Noël chez moi, il y aura grand-mère, et quand même, ce serait mieux que tu viennes seul, quoi, que tu viennes sans ton ami. Voilà. C'est ça en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Alors que la belle-mère me connaissait déjà. Ah, la belle-mère vous connaissait, d'accord. Voilà. Donc c'était. Et quelle relation vous aviez avec elle? Comment? Quelle relation aviez-vous avec elle, Marie? La belle-mère? Oui. La belle-mère, c'était bonjour. Je me rappelle pour la Toussaint, parce que je tiens quand même à préciser que je suis chrétienne, croyante et pratiquante. Ça arrive aussi à des gens très bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va très bien. Or, ni la couleur de ma peau créole, c'est tout. Et donc, à la Toussaint, bien évidemment, j'amenais mon ami au cimetière, fleurir la tombe de sa femme. Bien sûr. Donc, il y avait aucune, je ne voyais jamais, je me suis imaginé de ça. Et arrivé Noël, mon ami qui me dit, on a peur de choquer la grand-mère. Et moi, comme je suis très philosophe je dis, mais c'est pas un problème, allez à Noël. Marie, je m'autorise à vous interrompre un instant. On va arriver à minuit, il va y avoir le journal. Oui. Si vous voulez bien peut-être rester en ligne, et comme ça, là, on est à Noël, en plein mois de juillet, on est à Noël avec vous, et comme ça, on fait le journal, et nous, on se retrouve juste après, pour continuer à échanger ensemble. D'accord. On fait comme ça? On fait comme ça. Ok, extra. Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Et oui, nous reprenons cette libre antenne sur Europe 1 ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous nous appelez effectivement au 39 21 pour aborder tout ce qui vous touche, tout ce qui vous intéresse. Et bien sûr, vous réagissez par SMS au 7 39 21 et vous pouvez également communiquer avec nous par mail sur le site europe1.fr. Nous nous sommes quittés avec Marie tout à l'heure, juste avant le journal. On était à la période de Noël et on reprend avec vous, Marie. Oui. Alors on était toujours à Noël là et donc il y avait une espèce de tension là avec la fille aînée de votre compagnon parce que voilà, la fille de votre compagnon finalement ne vous voulait pas au repas familial de Noël, quoi, c'est ça? Ouais. Oui, pour ne pas choquer la grand-mère, voilà le mot exact. Mais là n'est pas le problème encore. Je le conçois, cela ne me dérange absolument pas. Mais ce qui m'a choqué le plus, en fait, qui m'a mis plutôt hors de moi, c'était que après le repas, ces enfants, les restes, je me souviendrai parfaitement bien, il y avait 2 huîtres, 3 langoustines. En fait, tous les restes, ils les avaient mis dans du papier alu et 2 crevettes, je crois. En fait, alors, les restes, quoi. Marie, vraiment, là, vous nous faites rêver avec les fruits de mer. Je ne plaisante pas. Toutefois, j'ai René qui réagit par SMS et qui se demande quel est l'objet de votre appel exactement, Marie. En fait, si d'aventure il y a un problème, quel serait le cœur de ce problème? En
fait, le cœur du problème, c'est que moi, ce monsieur-là, je l'ai connu. Tout était merveilleux, tout était très bien. L'histoire de Noël, je dirais même que c'est une petite anecdote. Alors voilà. Alors quel est le gros morceau, si j'ose dire? Le plus gros morceau. C'est pas les langoustines, Marie. Voilà, ça, c'est rien. Bon. Mais en fait, le plus gros morceau, c'est que j'ai découvert une personne que j'ignorais totalement, que je ne savais pas qu'il avait un gros problème d'alcool. Ah, d'accord. Et ce qui était super avec ce monsieur, ça veut dire que dans une année, il y a 12 mois. Donc pendant 11 mois, il est parfait. Et le dernier mois, alors là, pendant 1 semaine, 2 semaines, il va boire. Mais boire, c'est-à-dire qu'il ne va pas boire à la maison un apéritif ou un repas avec un verre de vin, non. Il allait dans les bistrots, boire, et le soir, le téléphone, Marie, viens chercher ton ami Monsieur X, et hop, je prenais la voiture, tout le monde le ramassait. Et donc si je comprends bien, Marie, ça veut dire que pendant 11 mois de l'année, ce monsieur était sobre. Oui. Et en fait, il y avait 1 mois dans l'année durant lequel, finalement, il se comportait comme un malade alcoolique, quoi. Vraiment, à être ivre-mort, d'accord. Ivre-mort et méconnaissable. Et alors, c'était toujours le même mois de l'année ou ça variait? Voilà. En fait, c'est souvent, vous savez, nous ici, en bord de mer, en Bretagne, on a la fête des bateaux. Oui, bien, c'est au mois d'août en général, non? C'est ça, c'est en été. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, je comprenais pas, j'ai mis des années à comprendre cela. Bon, qui est la fête, qu'on boit, qu'on danse. Mais lui, il buvait jusqu'à tomber par terre. Et une fois même, je lui ai sauvé la vie. C'est-à-dire, on m'a appelé à Audierne. À Audierne, plus exactement, il était sur un bateau. Je suis allée le chercher. Il arrive à la maison. Il ouvre la portière. Et en ouvrant la portière, il y avait une voiture à côté. Et il s'est affalé derrière la voiture. Et la voiture, c'était un touriste. Il a mis la marche arrière, il reculait, et j'ai eu le temps de bondir sur le pare-brise arrière de la voiture, et je tambourinais le monsieur, je pense que c'était un Allemand, oui, avec un petit français que je comprenais. J'ai dit non, vous l'avez pas tué, il est sorti, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué avec mon petit allemand, et puis je dis j'habite là, aidez-moi à le monter, et puis ramasser, et ça a duré 9 ans, monsieur. Et si je comprends bien, Marie, ce sont ces périodes d'alcoolisation intense, 1 mois par an, ce sont ces périodes-là qui ont eu finalement raison de votre relation. C'est-à-dire que une fois qu'il était sobre, les 11 mois, tout se passait génial, on faisait un tas de choses ensemble et tout. Et puis alors, ce que je veux dire par là, c'est que au début, quand je comprenais pas très bien, j'appelais ses enfants. En particulier sa fille aînée, je lui disais, écoutez, venez, peut-être vous arriverez, vous, toi tu arriveras peut-être à raisonner ton père. Et sa fille qui me disait, voilà, textuellement, j'aime pas utiliser des gros mots, mais laisse-le dans sa merde. Moi, depuis l'âge de 14 ans, je n'ai pas gardé de souvenir de lui. Alors je me disais, alors qu'est-ce que je fais? J'appelais la deuxième. C'est-à-dire que pardon Marie, ses enfants, en tout cas cet enfant-là parmi les 3, c'est à cause de son problème d'alcool? Il y a beaucoup d'histoires que j'ai appris par la ville, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Vous savez, les langues se délient. Hein. Et puis, comment dirais-je, et au bout de 9 ans, une autre fois, c'était sa fille, la deuxième. La deuxième m'a dit, mais Marie, tu as ton logement, parce que le pire de ça, moi je dis, je suis née sous une bonne étoile, c'est qu'il voulait que je quitte mon logement pour aller habiter chez lui. Vous avez été bien inspiré de garder, si je comprends bien, vraiment votre chez vous tout au long de cette relation. Voilà, c'est ça, absolument. Bien sûr. Et puis encore mieux, hyper important, hein, on en parlait tout à l'heure avec important. Angela, c'est vrai de garder son autonomie parfois quand on est avec des
des personnes comme ça qui peuvent être problématiques dans une relation. Absolument, oui, bien sûr, absolument, je suis d'accord avec vous. Parce qu'après, Et puis, il voulait même à un moment donné mettre son logement à louer pour venir habiter chez moi. Je l'ai jamais voulu. Vous l'avez jamais voulu. Bon. En fait, mais ça veut dire quand même que vous avez quand même toujours eu une intuition, Marie. Absolument, absolument. Que quand même, bon voilà, c'est ça. Et alors, donc là aujourd'hui, vous êtes séparée de ce monsieur. Je me suis séparée de ce monsieur. Il y a 3 ans, c'est ça? 2 ans. 2 ans. Bon, comment ça va la vie aujourd'hui, Marie? En fait, vous savez, j'ai élevé 2 enfants. Ah oui, j'ai oublié autre chose, c'est que au bout de 5 ans, entre ces enfants et moi, il y avait une espèce de jalousie, je pense, je dirais plutôt intellectuelle. Voilà, parce que je tiens quand même à préciser que j'étais mariée avec quelqu'un de très important, très connu. Et puis non seulement avant de rencontrer ce monsieur, le papa de vos enfants en fait. Voilà, le papa de mes enfants. Et puis en dehors de ça, j'ai quand même une culture. Et puis voilà, par rapport aux enfants de mon ami. Vous étiez peut-être, pour être sûr de bien comprendre, vous étiez d'un milieu social plus privilégié, plus intellectuel. Voilà, je dirais privilégié, que ce monsieur. Je ne sais pas, mais intellectuel, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc ça passait. Vous avez le sentiment que peut-être ça passait pas très bien avec ses enfants. De toute façon, si de ce que j'ai compris à travers votre discours, Marie, dès le début, de toute façon, c'était un petit peu tendu avec les enfants. On a parlé de Noël tout à l'heure. C'était difficile, il faut dire. Ouais. Moi, je parlais la langue de Molière. Malgré qu'on avait presque le même âge, hormis la dernière qui est un peu plus jeune, mais on n'avait pas de... Même quand il venait prendre un verre à table, c'était les histoires, parce qu'ils adorent les chiens, aujourd'hui le chien a levé la patte, la grand-mère ne veut pas porter sa canne. En fait, il n'y avait pas de... Vous n'aviez pas vraiment de sujet de conversation commun qui vous intéressait. Ma place n'était pas là. Bon. Et alors comment... Pardon d'insister, Marie, comment ça va la vie aujourd'hui? Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que nous nous sommes séparés. C'était plus ou moins parce que d'abord il s'est amusé à raconter un petit peu partout. Avec Marie c'est fini, ça y est, j'ai ma liberté. Moi je ne disais rien. Quand les gens m'arrêtaient, il paraît que je dis ça c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Quand j'étais avec lui, ça intéressait personne. Maintenant que je suis pas avec lui, je n'ai pas de commentaires à faire. Point barre. Je n'ai jamais fait de commentaires. Et petit à petit il est revenu chez moi. Il est revenu, c'est-à-dire qu'il venait, par exemple, son anniversaire. Donc, si je comprends bien, Marie, pour être sûre de vous suivre, Marie, parce que pourquoi je vous demande si ça va bien, comment ça va aujourd'hui, c'est que je sens, Marie, que il y a une espèce de, il se passe quelque chose encore avec cette histoire. Voilà, je le sens quand je vous entends. Je sens que ça vous active encore. Vous êtes séparés depuis 2 ans, et j'ai le sentiment. Et je vous demande ce que vous en pensez. J'ai le sentiment que ça reste un sujet encore. Il y a quelque chose, et je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est pour ça que j'aimerais qu'on réussisse à comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui en ce moment. À ce moment, je découvre en fait ce que c'est que le super célibat. C'est-à-dire, je mange l'heure que je veux, je sors quand je veux, je dors l'heure que je veux, parce qu'à un moment donné, la fin qui nous a séparés le plus vraiment, c'était que j'avais l'impression que tout ce qu'il m'avait raconté sur sa femme, paix à son âme, il me le reprochait à moi. C'est-à-dire que j'étais devenue, moi qui ai élevé 2 enfants toute seule, c'est-à-dire qu'à la fin, c'était à 18h45, il fallait passer à table pour la soupe. Alors, excusez-moi Marie, j'ai René qui intervient encore au 7 39 21, une SMS, qui manifestement est assez psychologue, René, et qui se demande, donc je relaie sa demande, René se demande si vous ne culpabilisez peut-être pas un peu d'avoir quitté ce monsieur. Je culpabilise pas parce que pour une simple raison, je vais répondre à René, c'est que en fait, ce monsieur, depuis que je suis chez moi, il vient presque tous les 2 jours m'apporter du poisson. Il me téléphone 2 fois par jour pour savoir comment je vais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il vous fait un peu la cour? Peut-être qu'il essaye de vous récupérer, si je comprends bien. D'accord. Et vous, comment
comment vous accueillez ça? Je veux dire, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que ça vous agace? Comment vous réagissez, vous, par rapport à ça? Moi, je n'aime pas faire mal. Justement, c'est ça qui me fait peur. Ne changez rien. Bon, c'est plutôt sympa, non? Pourquoi ça vous fait peur? C'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas longtemps, il a voulu venir passer la nuit chez moi. Je lui ai dit non, hors question, il n'est pas question. Je lui ai dit que pour venir chez moi, il a mes coordonnées, il m'appelle. Si je peux le recevoir, je le reçois. Si je peux pas, je peux pas. Alors, pardon, Marie, votre histoire intéresse les auditeurs. Là, j'ai Pascal, là, maintenant, qui réagit encore par SMS au 739-21, et il se demande, il a l'air d'être sincère, parce qu'il dit, mais alors, finalement, où est le problème, de tout compte fait, puisque tout est fini? Où est le problème? Tout est fini, c'est-à-dire que le fait qu'il revient à la charge, le fait qu'il me dit qu'il regrette beaucoup de choses, le fait qu'il a été maladroit, le fait, alors tout ça, je rumine, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi. Alors Marie, si vous me permettez, si vous m'autorisez à vous proposer un point de vue, pour dire comment je réagis, pour répondre peut-être aussi à Pascal. J'ai le sentiment, dites-moi ce que vous en pensez, qu'en réalité, rien n'est fini encore avec ce monsieur. Je pense que tout est fini parce que je pars en vacances toute seule, j'ai fait des connaissances, mais quand je rentre chez moi, j'ai l'impression qu'il est là. Ah oui, moi j'ai quand même l'impression. Là, je vous vois déjà, vous nous appelez d'abord, je vous remercie de votre appel, parce que je sais qu'il faut quand même un certain courage pour prendre son élan pour appeler. Et donc je vous remercie pour ça, Marie. Et en même temps, je m'imagine que si vous faites cette démarche, c'est que manifestement, cette histoire avec ce monsieur, c'est quand même une histoire d'une dizaine d'années, c'est quand même une histoire importante. Et là, j'entends que même si vous êtes séparés depuis 2 ans, vous êtes encore en très forte relation, puisqu'il vient vous voir au moins tous les 2 jours, il vous apporte à manger, etc. Donc j'ai le sentiment que... Apporter à manger, c'est un grand mot. On habite en bord de mer. Oui. Donc c'est des crustacés et l'occasion éventuellement, comme ça il peut passer à la maison, éventuellement regarder s'il n'y a pas un changement. Oui. C'est par exemple mon look même qui a changé. Il y a plein de choses comme ça. Je me dis mais c'est pas possible. Et pourtant moi je m'occupe pas de lui. Est-ce que vous pensez qu'il essaye un peu d'occuper l'espace en se disant finalement si j'occupe suffisamment de terrain, finalement il n'y aura pas de place pour un autre homme, quoi, tout compte fait. Voilà. C'est ça. Et je voudrais que René comprenne un petit peu ce que je suis peut-être maladroite. Ah mais René, je crois qu'elle comprend bien. Oui. Parce que moi, je suis chez moi, c'est pas parce que j'ai fait un gâteau que je vais aller chez lui apporter un gâteau. Je m'en fous royalement. Royalement. Mais le fait qu'il vienne chez moi, le fait que, par exemple, j'ai changé de coupe de cheveux, je me suis complètement métamorphosée, entre guillemets, et que là, il est ceci, cela, il connaît à Dites-moi, peu Marie, qu'aimeriez-vous qu'il se passe, vous là maintenant, c'est-à-dire que c'est quand même un monsieur qui a un certain âge, et je ne sais pas comment lui dire, franchement. Oui, parce que vous n'aimez pas faire mal, ça vous ne voulez pas blesser. Moi je n'ai pas envie de faire mal. C'est ça votre problème. Parce que moi j'ai été Parce qu'il a quand même 77 ans quand même. Ce monsieur. Bon, en même temps, de ce que j'imagine, il est plutôt en forme, quoi, plutôt fringant. Quoi, oui, absolument. C'est pas un papy, c'est un homme de 77 ans, d'accord. Ah oui, absolument. Et alors, pardon, je pense que ça peut avoir son importance. Est-ce que vous avez, depuis 2 ans, Marie, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un? Est-ce que vous avez noué une nouvelle relation avec un homme? J'ai renoué une relation avec un homme de l'autre côté de la planète. De l'autre côté de la planète. Ah oui, donc ça ne facilite pas les... Là, le repas de Noël, ça va être autre chose encore. D'accord. Oui. Et puis que, en fait, je dirais que je suis parfaitement bien épanouie. D'accord. Et puis à 54 ans, je vous dis franchement, je n'ai pas envie de m'enquiquiner. Je découvre une liberté parce que j'ai élevé 2 enfants seuls où je me suis vraiment donné à fond et j'ai jamais pensé à moi. Et quand j'ai rencontré ce monsieur-là, je me suis dit ouf, je peux poser ma tête sur une épaule, mais en fait je me suis non, c'est pas ça. Mais 54 ans, je suis encore jeune, je suppose. Oui, je pense que oui. Je pense qu'à 54 ans, heureusement, on est encore jeune de nos jours, oui. Oui, je suis encore jeune. Et
Et puis, verbalement, moi, je n'aime pas faire mal. Je me sens pas capable de lui dire, mais écoute, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne veux plus. Je me sens pas capable. C'est impossible. Je me sens pas capable. Alors écoutez, Marie, j'ai Valérie, que je remercie au passage, qui réagit aussi par SMS au 7 39 21 et qui fait une synthèse. Elle parle de vous, elle dit, elle l'a dit, son problème, c'est qu'elle a peur de sa gentillesse. Donc Marie, elle a besoin d'être encouragée sur son chemin d'émancipation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elle a raison, Valérie? C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Elle a raison. Mais si j'écoute tous ces témoignages, Oui. que dois-je faire? Est-ce que je dois blesser ce monsieur-là en lui disant non, à partir d'aujourd'hui, non, je ne veux plus, ou alors il me téléphone, il me dit voilà, j'ai trouvé un super poisson, comme je sais, je passe, je ne sais pas, justement, c'est là où je ne sais pas comment réagir. Alors là, pour le coup, là-dessus, voilà ce qu'on apprend dans les différents stages de psychothérapie qu'on peut faire quand on fait mon métier de psychologue, c'est, bon, d'abord, il faut bien définir votre désir. C'est vraiment prendre le temps de répondre de votre côté à cette question, qu'aimeriez-vous qu'il se passe aujourd'hui vis-à-vis de ce monsieur? Eh bien, moi, j'aimerais que quand on se croise dehors, par exemple, on se dise bonjour. Si on se croise quelque part, pourquoi pas prendre un verre, mais que ça s'arrête là. Je vous conseille, Marie, je vais faire un peu là, je vais passer de psychologue à coach. Je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous, si vous voulez bien, d'accord? Oui. Donc chez vous, tranquillement, voilà, vous écrivez avec des mots simples et, si possible, plutôt concis. Voilà, d'aller droit au but. Oui. Vous écrivez avec des mots simples. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe avec ce monsieur, la relation idéale, ce que vous venez de décrire là, mais avec des mots simples. Il faut vraiment aller droit au but. Et puis, une fois que vous avez bien défini ça, ensuite vraiment la règle d'or, si vous voulez, c'est de bien intégrer ce principe que je suis responsable de mes intentions, bien sûr. Je suis responsable de mes mots. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de comment j'accueille la réaction de l'autre. Et par ailleurs, je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Donc, si vous voulez, philo, ça. Pardon? C'est de la philo. Non, ce n'est pas de la philo, c'est de la psychologie relationnelle. C'est-à-dire que si la personne vous dit tu m'as blessé, la formulation n'est pas exacte. Une bonne formulation, ça commence toujours par je. La personne doit dire je me sens blessé. Voilà, je me sens blessé. C'est elle qui se sent blessée. Et ce qui est essentiel, c'est d'être clair, vous, sur votre intention. Et donc, manifestement, c'est vrai, Valérie, elle a fait une bonne synthèse. Vous avez un petit peu peur de votre gentillesse. Donc, écoutez, acceptez-vous, ne vous jugez pas dans cette gentillesse. Toutefois, cette gentillesse ne doit pas vous empêcher de vous autoriser à être la personne que vous êtes, en douceur, justement avec bienveillance, avec tendresse, dire à ce monsieur, écoute, voilà, moi tu comprends, maintenant je suis bien toute seule, voilà, je t'apprécie, mais plus comme avant quand on était ensemble. Et là, c'est votre responsabilité, et on peut souhaiter à ce monsieur de ne pas être blessé. Toutefois, voilà, peut-être il se sentira blessé, mais ça ne sera pas de votre responsabilité. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut suspendre notre échange là-dessus, oui, absolument, Marie? absolument. Ça vous convient? Ça me convient parfirement bien, et puis je remercie René, et puis l'autre, c'est comment? Eh ben, il y a René, il y a Valérie, il y a Pascal. Bon, votre histoire active vraiment beaucoup de réactions. Mais vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais, mais je pense que je vais écouter ce que vous m'avez conseillé, et puis parce que franchement, c'est pas grand-chose, et puis je me sens un petit peu frustrée par rapport à Angela, ce qu'elle a dit, parce que mon histoire est complètement banale. Non, Marine, je vous propose de ne pas vous juger. Voilà, c'est Alfred de Musset, Lorenzaccio disait, c'est tout un monde que chacun porte en lui. Nous avons tous un monde en nous, et c'est très respectable. Quelles que soient les histoires de chacun. À bientôt, Marie. À bientôt, je vous remercie infiniment. Merci, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. La libre antenne, la nuit. Et nous reprenons cette libre antenne. On est ensemble jusqu'à 1h du matin et vous nous appelez. Merci pour vos appels au 39 21. Toutes vos réactions ce soir par SMS au 7 39 21. Vous savez, vous commencez vos textos
par le mot nuit. Et c'est vrai que l'histoire de Marie a fait beaucoup réagir. Hein, Marie, vous qui nous écoutez, il y a une personne qui dit que, voilà, c'est Fabienne, hein, qui dit attention Marie, quand on est gentil comme ça, c'est très bien de l'être, c'est une qualité. Toutefois, parfois, on peut donner un message peut-être un peu ambigu. Et c'est vrai que de laisser ce monsieur comme ça venir vous visiter, être finalement peut-être trop gentil avec lui, peut-être que lui a du mal à comprendre le message. Et puis Martine, hein, qui dit aussi, donc à propos de demander à ce monsieur de vous laisser un peu tranquille, hein, si j'ai bien compris, Marie qui dit voilà, elle peut le dire, Marie, elle s'appelle comme vous, Marie peut lui dire, non c'est Martine, hein, qui dit Marie peut le dire gentiment, en y mettant les formes, hein, tranquillement, voilà, posément. Hein, voilà, c'est Martine qui dit ça, effectivement, de bien dire les choses avec, du moment que vous êtes authentique, que vous êtes sincère, vous ne pouvez pas lui faire de mal. Hein, ça n'est pas possible. Et on continue cette libre antenne avec Teddy. Bonsoir Teddy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ce soir, Teddy? Ça va. Je sors d'un concert d'ailleurs que je viens de voir ce soir. Excellent, c'était qui? Kezia Jones. Ah oui, très bon. Oui. Ah ouais. Oui, carrément, super. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Teddy. Merci de notre appel parce que vous connaissez les libres antennes et nous, on fait connaissance ce soir. Oui, voilà, tout à fait. Alors d'habitude, j'ai des femmes qui me répondent et qui me donnent des conseils. Donc là, c'est bien d'avoir un homme, au moins ça change. Je suis ravi que ça vous fasse plaisir. Toutefois, les patientes et les patients qui viennent me voir au cabinet me disent que j'ai souvent un côté très féminin, paraît-il. En même temps, dans mon métier, c'est normal parce que c'est un métier d'accueil où on développe sa féminité. Voilà. Mais je reste un homme. Ça, je vous le confirme, effectivement. Ouais. Non, l'essentiel, c'est d'avoir une oreille attentive, voilà, peu importe le sexe. Moi, je vous appelais, j'étais intervenu déjà plusieurs fois dans l'émission sur Europe 1. Ouais. Pour parler, en fait, souvent de ce que je souffre, surtout de ma solitude. D'une immense solitude qui m'embête beaucoup parce que maintenant j'ai 38 ans et j'ai l'impression d'avoir gâché un peu ma vie dans pas mal de choses et j'ai du mal à me pardonner mes échecs du passé et à avoir une vie remplie à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas du tout, même si j'ai acheté une maison là récemment. Félicitations. Mais je vis toujours avec une solitude qui est vraiment très très forte et dont j'ai du mal à m'en extraire en fait. Depuis combien de temps vous sentez seul, Teddy? Ça fait des années en fait. On va dire, ça fait une bonne dizaine d'années, on va dire que je me sens seul. Là, vous avez quel âge aujourd'hui, Teddy? J'ai 38 ans. 38 ans, donc ça a commencé à l'aube de la trentaine. Vous avez commencé. Oui, un donc, petit peu ça avant. veut dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma maman d'un suicide le 7 septembre 2004, qui était une personne vraiment importante à mes yeux. Et depuis sa mort, effectivement, les choses n'ont pas été faciles, bien évidemment. Et du coup, oui, effectivement, pour avoir une vie un peu plus remplie, un peu plus joyeuse, ça a été compliqué. Bien évidemment, quand vous connaissez un suicide dans votre famille. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade, votre maman? Elle souffrait Oui, en fait, ma maman était dépressive depuis son enfance. Depuis toujours. D'accord. Je pense que j'ai hérité un peu de sa sensibilité, de sa fragilité. D'accord. Et elle souffrait de quel genre de dépression, votre maman? Disons que c'était une dépression chronique due à une enfance qui a été à mon avis, mal gérée. Et bon, ma grand-mère n'était pas, on peut pas dire qu'elle est très bien traitée, ma maman aussi, donc ça a été compliqué au niveau de la famille par rapport à tout ça. Même si ma mère était aussi vaillante et courageuse. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie qui n'était pas mon père. Et l'histoire est terrible, hein, parce que cette personne-là, donc ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. D'accord. Et donc en fait, moi j'ai vu ça
de mes propres yeux d'enfant en fait, parce que ça s'est produit dans les années 80. D'accord. Et j'ai des souvenirs à partir de 1987 où voilà, j'avais 7 ans et ma mère voyait en catimini cet homme-là en question. Elle était mariée à votre papa encore. Et mon papa ma mère était toujours avec mon père, elle est restée avec lui jusqu'au bout. D'accord. Mais alors qu'elle était éperdument amoureuse d'un autre homme. Oui, mais fait. ça s'est fini tragiquement parce que lui s'est donné la mort quelques années après, parce que ma mère avait préféré rester avec mon père, tout simplement. Et donc ce monsieur a mis fin à ses jours déjà lui-même. Exactement. Ouais, Vous aviez quel âge à ce moment ? En août 90, vous aviez 10 ans, d'accord. Et là, votre maman, si je comprends bien, peut-être n'a pas réussi à s'en remettre. Non, elle n'a pas réussi. Et en fait, en 2004, elle a laissé une lettre où elle a mis ses dernières volontés pour justement exprimer tout son chagrin aussi par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est dur en fait, tout ça. Enfant, j'ai vu des choses qui n'étaient pas évidentes à gérer. Et bon, bref, c'est la vie. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que moi aussi. J'en suis parfaitement conscient. Si seulement ça pouvait aider à aller mieux, d'expérience de mon métier, hélas, ça n'aide pas à aller mieux de se dire qu'il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez, Teddy ? Moi j'ai un côté maintenant qui est un peu fataliste. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs sur la vie, c'est que j'ai tellement souffert de tout ça que maintenant j'ai l'impression que plus rien ne pourra me faire autant de mal que ça m'a fait, quoi, en fait. Donc je fonce tête baissée dans des choses, alors dans des choses positives comme là l'acquisition d'un bien immobilier. Ouais, bien sûr. Mais après au niveau sentimental, c'est catastrophique, et au niveau professionnel, j'aurais pu et j'aurais dû faire nettement mieux que ce que j'ai fait à l'heure actuelle. Ça, c'est une évidence profonde. Voilà. Là, quand je vous entends, Teddy, j'entends un monsieur comme ça à l'oreille qui m'a l'air d'être dans la vie. Voilà, vous venez d'acheter une maison. J'entends que vous n'êtes pas satisfait de votre vie professionnelle. Toutefois, c'est-à-dire qu'il y a une vie professionnelle. Là, vous avez un job. Oui. Bon. En horaire décalé, qui est quand même relativement difficile. Je vous dis, je travaille dans la grande distribution. C'est un univers très très particulier, très dur, très dur. Surtout maintenant. Voilà. Surtout maintenant avec le contexte économique. Vous démarrez quoi, à l'aube, c'est ça, ou j'embauche à 4 heures le matin et je finis mes journées midi, 13 heures. Vous travaillez, vous faites quel genre de job dans la grande distribution ? En fait, moi, je suis employé libre-service, en fait. Voilà, je fais de la mise en rayon. D'accord, mise en rayon, donc évidemment, c'est démarrer en pleine nuit, quoi, voilà, pour aller remplir les rayons. Non, bien sûr, d'accord. Et bon, toutefois, vous avez un job. Pardon de positiver, voilà. Oui, non, mais vous avez raison de positiver, c'est ce que j'essaye de faire. Mais ce qui m'embête, c'est que, alors, je sais pas ce qui se passe. Bon, je suis un grand amateur de foot aussi, et il y a les 20 ans de la Coupe du Monde. Vous êtes comblé là en ce moment. Bah oui. Ouais, carrément. Donc vive la France et la deuxième étoile. Carrément. Mais le souci, c'est que ça me rend triste aussi parce que 98, c'est aussi plein de bons souvenirs. Et c'est après la suite qui a été moins glorieuse, surtout au niveau des études, parce que j'ai fait des mauvais choix. Je me suis pas investi durant ces années en fait au niveau de mon bac. J'étais un bon élève au collège et début des années lycée. C'est après que ça a été compliqué, quoi. Peut-être alors. Pardon, j'essaye d'imaginer un peu le contexte. Peut-être c'était la maladie de votre maman. Peut-être quand on est un ado comme ça au lycée, c'est difficile de rester concentré. À l'époque, je pense que c'était une manière aussi de me rapprocher de ma mère parce que j'étais même presque un bon élève au collège au collège et tout. Donc j'étais vraiment dans les clous, dans les clous. Vraiment, je travaillais énormément mes cours le soir et tout. Et ma mère avait un esprit assez rebelle, donc je pense que de temps en temps, elle se moquait un petit peu de moi. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu aussi me rapprocher d'elle, justement en commençant à lui plaire davantage, quoi, bien sûr. Ouais.
Mais ça m'a énormément desservi parce qu'après, en première et terminale, première ça allait encore, terminale c'était voilà, j'ai pas eu mon bac économique et social. Et après c'est un peu la descente aux enfers. Hein. C'est-à-dire que vous ratez votre bac dans le système français. Moi je l'ai pas raté qu'une fois, je l'ai raté la deuxième fois aussi. C'est qu'après dans le système français c'est compliqué de refaire surface quand vous n'avez pas un bac. Ouais, c'est touchy. Ouais, c'est vrai. Bon, ça se fait. Ça se fait. Maintenant, oui, c'est vrai. Ça se fait, mais c'est dur. Après, j'ai réussi à reprendre mes études 3 années après. J'ai eu un bac pro commerce par alternance. Mais je reste, je suis pas du tout satisfait de moi en fait à l'heure actuelle. Même là, hein, même au niveau professionnel. Alors ok, j'ai un travail, c'est ce que je me dis aussi. Mais là-dessus, c'est un peu nul quoi. Enfin, j'aurais pu, je devrais faire mieux dans ma vie, c'est certain. Après, au niveau sentimental aussi, c'est tout Qu'est-ce pourri. Qui se passe au niveau Pardon, pardon, je veux pas ne pas vous le dire. J'ai parlé de non-jugement depuis le début de l'émission de ce soir. C'est un jugement pour la bonne cause. Je vous trouve un peu sévère avec vous-même. Hein, je vous souhaite. Vous ne connaissez pas. Après, si vous connaissiez, vous direz non, mais j'essaye d'être objectif sur moi-même. Non, pas sévère, parce que je suis un garçon cool. Quand j'entends c'est un peu nul. J'ai aussi mes défauts, hein, donc j'ai manqué énormément de rigueur dans ma vie, des choses, même au niveau des filles aussi. J'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai connu beaucoup de relations, j'en ai beaucoup profité. J'ai pas toujours été très très bien avec les filles, et ça je m'en veux aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les filles, Teddy ? Pardon, Comment ? Redites-moi ce qui se passe avec les filles, Teddy. Pardon, parce que je vous le dis, Teddy. J'ai voulu collectionner. Je crois que j'ai voulu collectionner les nanas, quoi. Et je sais même pas si à l'heure actuelle j'ai envie de. Je pense que j'ai une grande immaturité à ce niveau-là. Alors là aussi, pardon, ça veut dire que manifestement, je parle à un garçon qui est plutôt à l'aise avec les filles, si vous les collectionnez. Ça dépend. Je peux être très timide aussi, ça dépend. C'est-à-dire, moi, je fais pas mal des sites de rencontres parce que je serais incapable d'aborder une fille dans la rue. J'ai un manque. Je suis un garçon très courageux pour plein de choses, mais alors pour ça, je suis pas du tout doué. Voilà, donc. Et en même temps, j'entends un garçon qui me dit je collectionne les filles. Ça veut dire qu'il y a. Oui, j'ai eu beaucoup de relations. Oui, mais ça n'empêche pas d'être timide. Hein. Mais bien sûr. Toutefois, ça veut pas dire. Bien sûr. Ça, je vous rejoins, Teddy. Simplement, manifestement, vous avez cette capacité à créer du lien. De telle sorte que vous vivez des relations. Après, j'entends bien. Ça reste du lien éphémère. C'est du lien, mais ça veut dire éphémère. Que vous aimeriez. C'est pas pour rechercher du sexe. Hein, c'est pour. Je pense que le souci en premier lieu, c'est que comme j'ai pas véritablement de projet dans ma vie et que ma vie est pas assez pleine à l'heure actuelle, je suis presque dans une sorte, pas d'état végétatif, c'est pas le terme adéquat, mais voilà, je sais pas, c'est un peu comment on appelle ça, je sais pas, un peu paumé finalement, un peu. Alors. Trop de liberté tue la liberté, quoi. On dit souvent ça. Et voilà, le fait de pas avoir assez de projets, d'être rentré dans une zone de confort avec le travail, les choses comme ça, bien fixées. Moi, en tout cas, ça marche pas pour moi. Alors, Teddy, si vous me le permettez. C'est la première fois qu'on se parle ce soir, alors que vous êtes déjà intervenu sur la Libre Antenne. Je suis très ému déjà de vous entendre, parce que voilà, je vous remercie d'appeler ce soir. Je suis ému aussi parce que évidemment que votre histoire me touche, et j'aimerais, si vous voulez bien, vous proposer une autre paire de lunettes pour regarder la situation qui est la vôtre aujourd'hui, parce que vous savez bien que on ne regarde pas, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On porte un certain regard sur la réalité. Bon. Et là, c'est vrai, encore une fois, je le dis justement avec tendresse et bienveillance, je vous trouve assez sévère vis-à-vis de vous-même. Donc, si vous voulez bien, je vous propose un autre regard, une autre paire de lunettes. Et puis, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous conviendra. Je vous entends parler de confort. Vous m'avez dit que vous avez 38 ans. Vous avez un job en plus qui est quand même pas facile. Vous vous levez à 4 heures du matin pour mettre des produits en rayon. Alors vous êtes un garçon, vous avez un bac pro commerce. Vous pourriez faire sûrement d'autres choses. Là, en attendant, vous mouillez le maillot pour faire ce travail. Pour ma part, là c'est personnel, ce que je vous dis, c'est ma grille de lecture à moi. Je trouve ça
admirable. Vous avez traversé une existence difficile jusqu'à maintenant. Vous avez perdu votre maman, qui a mis fin à ses jours il y a 14 ans. Jacques Lacan, vous savez, disait souvent la meilleure réponse, c'est le silence. Alors, dans mon métier, on aimerait parfois avoir des mots magiques. Et hélas, il y a hélas rien à dire. Vous avez traversé quelque chose de tragique. Et là, aujourd'hui, avec moi au téléphone, j'ai un garçon qui a 38 ans, qui se lève en pleine nuit pour aller travailler, qui vient d'acheter une maison. Quand je t'en parlais de confort, je veux dire, quand on sait quand même le parcours du combattant que c'est pour réussir à acheter une maison, vous l'avez fait. Je vous entends porter un regard très très sévère sur votre vie sentimentale. En attendant, pareil, vous mouillez le maillot. En attendant, vous mouillez le maillot, vous êtes timide, quand même vous réussissez à créer des relations avec des femmes. Donc j'entends bien et je respecte évidemment Teddy, je respecte que vous n'êtes pas satisfait de la situation. C'est profondément respectable. Pour autant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir avec moi un garçon qui vraiment fait le job, comme on dit. Vraiment, je veux dire, vous lâchez vos coups, quoi. Vous ne retenez pas vos efforts et d'une façon ou d'une autre, ça ne peut que aller dans le bon sens. Il y a énormément de réactions par SMS pour votre appel, Teddy. Oui, je fais bouger les foules à chaque fois. Ah oui, que des réactions vraiment extrêmement sympathiques, hyper bienveillantes, des personnes qui vous encouragent. Oui, vraiment. Et en même temps, vous savez, c'est peut-être pas par hasard si, quand ils vous entendent, ils réagissent de façon adorable. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Il n'y a peut-être pas non plus de hasard. Donc, vraiment, tout le monde vous soutient. Écoutez, il y en a tellement, j'ai du mal, je ne sais pas par lequel commencer. Des personnes qui vous disent qu'évidemment, vous allez réussir à reprendre des études si vous le souhaitez, parce qu'il y a plein de possibilités qui existent. Une autre personne qui vous dit qu'elle a vécu la même chose, le même genre de choses que vous, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle est devenue hypersensible et que, en fait, elle se rend compte qu'elle est en train de se marginaliser, vous voyez, de se retirer du monde. Et là, vous pourriez sûrement l'aider parce que vous, de ce que j'entends justement, j'aime beaucoup écouter aussi les gens et partager des choses. Moi, j'essaye d'avoir une attitude altruiste là-dessus. Je crois que c'est ma plus grosse qualité parce que j'ai aussi plein de défauts, mais mes parents, ce qu'ils m'ont donné comme valeur, je viens d'un milieu très pauvre, mais ils m'ont donné une ouverture d'esprit, ne jamais juger les gens. Là-dessus, ils m'ont énormément apporté de choses positives, mes parents. Ça, je leur remercie énormément. Donc oui, moi aussi, j'adore écouter les gens et effectivement, moi, de par ce que j'ai connu aussi, je me sens proche des gens aussi qui ont souffert, qui ont vécu des choses difficiles. Ça, c'est sûr. Et là, vous voyez, vraiment, ça prend le bon chemin. Il y a une dame, Laetitia, qui dit, c'est Laetitia, elle vous propose de l'appeler. Elle dit, moi, j'ai comblé mon vide avec des beaux projets. Et ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réussi. Et donc, elle donne son numéro. Je suis en vacances, là, donc j'ai du temps pour discuter avec les gens. Vous pourrez avoir son numéro hors antenne. Et un monsieur aussi, Bernard, 67 ans, qui dit, écoutez, vous allez voir, la vie nous est offerte. Et Bernard dit que quand il était jeune, il avait peur de la vie, puis que ça finisse par s'arranger. Et c'est vrai que, encore une fois, on n'est pas là pour proposer une solution miracle, évidemment. Toutefois, c'est une lecture de la situation. Vous avez 38 ans. Ça veut dire quand même, vous avez toute la vie devant vous. Et vous n'avez pas peur de l'effort, pas peur du travail. Moi, il me semble que les choses ne peuvent que aller dans le sens que vous souhaitez leur donner. On en parlait tout à l'heure avec Marie. C'est une étape qui est très importante dans toute démarche de transformation, d'évolution, de bien définir ce que vous désirez. Tout à l'heure, j'entends par exemple sur votre vie affective, manifestement, ces relations éphémères ne vous conviennent pas. Non. C'est ça. Non, mais moi, en fait, j'aimerais avancer beaucoup plus dans ma vie et avoir des enfants et avoir une vie beaucoup plus remplie que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Écoutez, Teddy, à l'heure actuelle, malgré tout, est pas simple. Et en fait, je suis tombé malade aussi. On m'a découvert un diabète de type 1 insulino-indépendant quand j'avais 31 ans. Donc, je dois vivre aussi avec un diabète. Donc, ce qui n'est pas tout le temps évident. Non, c'est pas évident. Piqûre d'insuline aussi. Donc, Teddy, Laetitia, je vous parlais de sa réaction par SMS. Elle est en ligne. Elle se propose de se joindre à nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait.
Ah bah nickel. Eh ben super. Ben, on souhaite bienvenue à Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à tous. Alors vous Laetitia, vous avez un peu vécu le même genre de difficulté que Teddy, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, ça fait une petite dizaine d'années où, bon, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai 40 ans, D'accord. mais j'ai déjà 3 enfants, mais que j'ai élevés toute seule quasiment, enfin, voilà, ça fait 10 ans que je les élève seule. Une maman indépendante, donc. Voilà, complètement indépendante. Donc, ce qui isole encore plus, du coup, une femme parce que, non seulement j'avais pas beaucoup de temps pour moi et le peu de temps que j'avais, je le consacrais à mes enfants. Ah oui, parce que 3 enfants, là, c'est vraiment un job à temps plein. Voilà, Ouais. exactement. En plus, j'étais hôtesse de l'air à l'époque, donc du coup, voilà, c'était très compliqué à gérer. Et je me suis retrouvée, en fait, le soir à rentrer, pareil, avec un gros sentiment de solitude. Bon, même si mes enfants étaient autour de moi, mais il y a l'affection des enfants, mais il y a après tout le reste à côté. Oui, je pense que tous les parents qui nous écoutent savent, même quand on adore ses enfants, bien sûr, avec des enfants petits, on peut se sentir très seul, Voilà. comme adulte, quand on a en plus des enfants dont on doit s'occuper, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai, quand j'entendais Teddy parler, moi, ça fait... et pareil, bien sûr, pour couronner le tout, j'ai déclaré des maladies, bien sûr, suite à la fatigue, des maladies auto-immunes qui m'ont beaucoup... J'ai même fait un infarctus, donc je suis vraiment tombée très, très bas. En fait, dans ma solitude, et c'est le fait de tomber, en fait, bas, qui m'a vraiment donné l'envie de taper du pied, de dire non, j'arrive à 40 ans, il est hors de question que ma vie, ce soit ça. Donc voilà, j'avais plein de projets en rêve, j'avais plein de rêves surtout. Je voulais devenir pompier. J'ai réussi à devenir pompier volontaire. Alors là, chapeau. C'est bien, bravo. Là, c'est pour ça, Teddy, en fait, quand je t'entends parler, tu vois, si tu as des passions, si tu as des sports... pompier, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce vide qu'on peut avoir autour de nous, et je sais de quoi je parle, en fait, moi, j'essaie de le combler par des rêves que j'avais, que j'ai jamais réussi à faire parce que par manque de temps ou maintenant, mes enfants sont plus grands, ils sont adolescents, donc je commence enfin à pouvoir respirer. Et puis là, c'est sur mon fils qui rentre en seconde, il me dit, mais maman, j'ai arrêté mon métier d'hôtesse de l'air pour mes enfants, D'accord. ce qui m'a coûté énormément parce que c'est un métier que j'adorais, mais j'estime que mes enfants sont ma priorité et doivent eux devenir des adultes. Voilà, donc j'ai fait mais par contre, comme j'ai mon brevet de pilote privé, je vais passer les sélections pour devenir pilote de ligne. Voilà. Ah, alors là, écoutez, ah ouais. Là, franchement. Comme ça, je prendrai l'avion. Non, ce que je veux te dire, c'est que voilà, moi, tu vois, j'avais un rêve qui était de devenir pilote. J'ai passé mon brevet de pilote privé, je l'ai eu. Et maintenant, et à chaque fois, en fait, j'essaie de gravir des marches petit à petit. Et en fait, tu te rends compte que... Et en fait, oui. Puis le vide, il se comble petit à petit. Parce que, déjà, pour être confiée, il a fallu refaire beaucoup de sport. Donc, il fallait que je me rapproche de coachs sportifs qui m'ont beaucoup aidé aussi. Là, maintenant, j'ai quitté Air France. Et ça y est, je repars sur un autre projet qui me rebooste aussi. Mes enfants sont derrière. Si t'as, je sais pas après si dans ta vie tu as des rêves ou tu as quelque chose. Oui, j'en ai plein. En fait, moi, j'ai plutôt une attitude un peu baroudeuse à la base. Moi, ce que j'aurais aimé, c'était de voyager, en fait. Oui. Voyager, de faire le tour du monde, des choses comme ça. Ou d'écrire un bouquin aussi. Il y a des choses comme ça qui m'animent. Mais c'est génial. On verra comment les choses se passent, quoi, tout simplement. Là, si je peux me joindre à vous dans cet échange que je trouve extrêmement... Sympa, Laetitia. Oui, vraiment, je trouve cet échange extrêmement réjouissant et rassurant. Je rejoins Laetitia. C'est vrai que, et on en parlait avec l'auditrice précédente, Marie, c'est vraiment cette étape essentielle, Laetitia vient de le rappeler, de définir vraiment un but et même un rêve. Parce que c'est vrai que l'intérêt du rêve, ça donne de l'énergie. Voilà, ça vous remplit d'énergie. Mais aussi les projets, ça crée du lien aussi, du lien social. Hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire exactement. que Laetitia va avoir des coachs.
je veux dire, on partage des choses aussi avec les gens. Moi, à l'heure actuelle, bon, j'adore discuter, je suis quelqu'un de cool, j'adore rigoler aussi, il n'y a pas de problème, mais je partage pas assez de liens, et c'est ça qui est paradoxal. Quand je rentre chez moi à la maison, tout ça, je suis un peu trop isolé. Donc j'ai du mal à sortir de cet isolement-là, et c'est ça qui me pose problème, et j'ai du mal à me pardonner mes erreurs du passé. Donc à passer outre ces erreurs-là. Le passé, c'est le passé. Ta vie, elle est devant toi. Maintenant, il faut arrêter de regarder derrière toi, sinon tu n'avanceras jamais. Donc il faut que tu regardes devant toi. Il faut que tu te dises, bah voilà, ok, c'est bon, maintenant je sais quelles sont mes erreurs et je veux plus les reproduire, donc ça, on n'en parle plus. Et par contre, je vais me fixer pour l'instant un premier objectif, mais fixe-toi quelque chose qui est facile en fait à atteindre. Ça peut être tout simple, hein, je sais pas, je peux dire une bêtise, tu veux passer ton permis moto, moi je suis motard, donc tu veux passer ton permis moto, tu passes ton permis moto, je sais pas, mets-toi un objectif en tête, voilà, mais quelque chose de simple pour l'instant, juste qui te redynamise et qui te redonne en fait ce petit coup de pied là dont tu as besoin, ou le petit ressort qui va te dire allez ça y est c'est bon, je suis reparti, et là tu vas rencontrer du monde avec des gens qui ont les mêmes intérêts que les tiens. Et tu vas plus te sentir seule en fait. Et même, alors moi je vais te dire, le soir, je rentre, j'habite, vraiment en pleine campagne, au pied de la Sainte-Victoire, à Aix-en-Provence. Ouais. Ah, Aix-en-Provence, il paraît que c'est joli. D'ailleurs, je voulais aller visiter. Voilà, tu vois, donc je suis en pleine campagne, mais ça me coûte pas. Parce que par contre, en journée, je fais tellement de choses je me remplis aussi du contact que j'ai avec les autres. Et après, quand je rentre le soir chez moi, quelque part, j'ai pas la sensation. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, je fais vraiment très attention aux gens, parce que quand on est très gentil, on a les gens ont tendance un petit peu à en profiter. C'est pour ça que je disais que je me marginalisais un petit peu entre guillemets, parce que et puis tu suscites aussi beaucoup de jalousie. Tu sais, quand les gens te voient pas forcément bien et que finalement tu arrives à remonter la pente et en plus à faire des choses qui sont qui sont un petit peu je vois ce que tu veux dire. Voilà, et ça suscite en fait aussi de la jalousie. Donc des fois tu essaies de t'en sortir, tu t'en sors, tu fais des choses qui sont un peu ou comme toi tu veux faire le tour du monde, mais et puis en fait les gens tu te rends compte qu'autour de toi c'est là où tu vois vraiment qui sont tes vrais amis, et ça fait aussi un tri. Et par contre les gens qui vont t'accompagner dans ton aventure ou dans ton objectif, et ceux qui te lâcheront pas, et tu sauras que tu pourras vraiment compter sur eux. Et voilà, et je pense qu'il faut vraiment que tu arrives à repartir d'une base. Le passé, c'est le passé. Tu regardes plus, c'est terminé. Arrête de culpabiliser. Je veux dire, on a tous droit à l'erreur. Si je peux me joindre à vous, Jessica, si vous le permettez. Non, Laetitia, c'est. Ah pardon, Laetitia, autant pour moi, parce que moi c'est Gérard. Teddy déclenche beaucoup de SMS, vraiment plein de SMS de soutien. Et effectivement, voilà, Jessica, pareil, qui vraiment vous propose de poursuivre, si vous le souhaitez, hors antenne, parce que voilà, elle se sent vraiment touchée, concernée par votre appel. Et oui, Laetitia, donc vous allez devenir pilote de ligne. Je trouve ça vraiment admirable. Je suis vraiment admiratif. Je vais essayer. Et je m'autorise à vous dire que si un jour vous voulez devenir coach, je pense que vous pourriez faire manifestement une admirable coach. Simplement, ajouter une touche de psychologie. Bien sûr que je vous rejoins, Laetitia. C'est vrai que le passé est derrière nous. Toutefois, il est parfois difficile de réussir à digérer ce passé. Donc, bien sûr que vous avez raison. Sur le jeu, toujours pareil, sans but, pas de tir au but. Donc c'est vrai que le but, quand on est empêché par son passé, ça me touche beaucoup quand j'entends Teddy, je crois que vous avez entendu dire que vous vous sentez coupable, et c'est très difficile quand on est empêché par son passé. C'est difficile de faire ce que vous préconisez, Laetitia. Vous avez raison de le préconiser, de dire ça y est, on lâche le passé. Parfois, c'est difficile malgré tout. Simplement, sans but, pas de tir au but. Et je pense que Laetitia a raison, Teddy. Faire le nécessaire. Cette formule là, sans but, pas de tir au but. C'est pas mal ça. Ça c'est bien. Ça, je vais la marquer. Merci de la souligner. Il faut que je parte à Aix-en-Provence. D'accord. Écoutez, si on vous marie avant la fin de l'année, on va nous inviter, j'espère. Oui. Laetitia a été dit. Pas de problème. Et même Thomas, se propose même de faire garçon d'honneur c'est vrai, Thomas, à votre mariage. Thomas qui est super cool en plus, oui. Et effectivement, sans but, pas de tir au but. Donc,
prenez votre temps, faites le nécessaire pour faire effectivement ce que préconise Laetitia, effectivement réussir autant que faire se peut, évidemment, à digérer, voilà, ce qu'il est possible de digérer pour effectivement libérer de l'énergie et aller de l'avant. Encore une fois, j'ai plein de messages de soutien. Hormis Jessica, il y a Christine qui dit voilà, pour moi c'est pareil, et je me suis lancée dans l'associatif et ça m'a fait du bien. Une dame qui doit être un peu plus âgée et qui dit voilà, vous êtes bien trop jeune pour faire le bilan, hein, donc évidemment que la vie est longue et vous allez voilà suivre votre chemin. Il y a Mirabelle, hein, qui dit vraiment qu'elle est très touchée par votre témoignage, et j'ai encore et on parlait des études, hein, et c'est vrai, je vois bien auprès des personnes qui viennent me voir au cabinet à quel point parfois c'est difficile de guérir des blessures occasionnées par des études qui n'ont pas été abouties. Et Flora qui dit je trouve ce monsieur très intelligent. Ça fait du bien de se l'entendre dire. Oui, hein, là pour l'ego, c'est quand super, même, voilà. Sauf monsieur, je me considère comme un jeune homme, mais sinon, c'est quasi parfait. 38 ans, voilà, exactement. non, mais c'est presque jubilatoire d'entendre des choses comme ça. Laetitia Teddy, vraiment, je vous remercie de votre appel. Je regrette. Peut-être vous pouvez continuer hors antenne, si vous le souhaitez, parce que nous, on arrive au terme de l'émission. Vraiment, en tout cas, moi, je laisse mon numéro si les gens veulent me contacter. Ça sera avec grand plaisir. C'est noté, vraiment, Laetitia, totalement. Si vous êtes OK pour poursuivre avec Teddy. Oui, pas de souci. Ouais. C'est bon, ça fait plaisir. Eh ben, je vous remercie l'un et l'autre pour votre appel. Je vous remercie, vous tous et vous toutes qui nous avez écoutés ce soir, tous ces SMS. Et nous, on se retrouve demain soir, dès 23h, pour une autre libre antenne sur Europe 1 en direct, de 23h à 1h du matin. Et je vous laisse passer une belle et douce nuit, puisqu'il est 1h du matin sur Europe 1.